C'est un endroit insolite. Une cabane dans les arbres, pas comme les autres, un château en bois perché au milieu de la canopée. L'endroit rêvé pour vous inviter à nous suivre en Dordogne sur les traces de créateurs, du concepteur de ces cabanes au jardinier d'Érignac en passant par un artiste contemporain ou le dernier maître Lausier. Vous allez découvrir des savoir-faire, des imaginaires hors du commun. Cap sur le Périgord, la nature pour décor. À la limite de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, il existe un étrange domaine où des châteaux poussent dans la forêt. Une autre planète où l'on peut vivre dans les arbres. Un univers sorti de l'imagination d'un homme qui a passé toute son enfance dans ces sous-bois. Je vais te dire ce que je ressens, Rémi. J'ai l'impression d'entrer dans un autre monde. Ouais, justement, cette passerelle là qui sillonne donc la forêt là, permet déjà d'être déjà dans un autre univers en fait en arrivant, quoi. Et alors là, on tombe sur l'une de ces cabanes. Quelle dimension! J'en ai jamais vu, hein, des comme ça. Ah, ben celle-là, en fait, c'est la plus grande. Hein. C'est la cabane pour 6 personnes, celle-là. Ah ouais! Alors en fait, ici, à l'époque, il y avait un château. Et c'est de là que ça a fait clic, voilà, l'idée vraiment de faire des cabanes en forme de château. J'aperçois les formes au milieu du feuillage, mais je sais pas où on va. Là, c'est en symbiose, hein. On voit les branches voilà, qui passent par-dessus. Alors, curieux de découvrir l'intérieur. Ah ouais, je comprends. On s'attend pas du tout à trouver ça dans les arbres, dans la forêt. C'est carrément luxueux. Voilà, après, c'était le concept, quoi. C'est vraiment de faire des cabanes haut de gamme avec tout un confort. Là, on peut retrouver la baignoire, on a une douche. On est quand même dans les arbres, tu veux dire qu'il y a de l'eau courante, c'est ça? Ah ben oui, tu peux essayer. Ça marche. Mais alors, toutes les maisons, enfin tous les châteaux ont la même déco, le même aménagement? Alors en fait non, à chaque fois, voilà, on a fait une déco complètement différente, avec un univers différent, pour que justement les clients, quand ils louent une autre cabane, ils se retrouvent dans un autre univers, quoi. Ah ouais. Ah, ça n'arrête pas, carrément, le jacuzzi. Ah, moi j'ai une réflexion, je vois cet arbre, Ouais. je me dis, t'aurais pu le couper parce qu'il gêne un peu. Non, le but justement, nous, c'est de ne pas couper les arbres. C'est que là, l'arbre, il traverse, donc on le laisse, et puis on l'a laissé traverser la toiture, on a fait une étanchéité, voilà. Alors j'imagine le soir ou le matin, je sais pas s'il y a des écureuils là qui passent. Ouais, on a des écureuils, ouais, on a quelques écureuils, on peut même des fois observer des chevreuils dans le bois. C'est ça qui est bien, c'est que voilà, on a tout le luxe et en même temps, le luxe en immersion dans la nature. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. Là je me sens réellement un oiseau qui a de la chance en plus parce que quelle vue on a. Cette nature qui est devant nous, c'est quoi? C'est une source d'inspiration pour toi? La nature, oui, de toute façon, toutes nos cabanes, c'est construit en bois, donc c'est des bois imputrescibles naturellement, comme le Douglas et le mélèze, et le châtaignier, voilà, qui vient de Dordogne. Donc ça signifie que tu n'utilises que des bois de la région, pas des bois voilà, exotiques? Non, nous, c'est dans notre politique, voilà, c'est aucun bois exotique, et donc le Douglas et le mélèze, donc ils viennent de Corrèze ou Limousin.
L'histoire de Rémi est celle d'une success story. À 15 ans, il part faire son tour de France avec les compagnons du devoir. De retour dans sa région natale, il s'installe comme charpentier. Un jour, un client lui demande de construire une jolie cabane. Et là, c'est le déclic. Nid Perché vient de naître. Avec 40 salariés, l'entreprise familiale est aujourd'hui le leader français de la cabane en bois haut de gamme. Donc là, on arrive donc dans nos ateliers. Donc c'est l'ancienne ferme de mes grands-parents qu'on a tout transformé donc, en atelier de fabrication pour les cabanes. C'est très étonnant, on dirait presque un ovni. Donc c'est pas un ovni, en fait c'est un lovni, on appelle ça. Love apostrophe NID. Donc c'est vraiment une boule qui vient s'accrocher en fait dans les arbres. Alors là, c'est pas le château, c'est beaucoup plus petit, mais... Voilà, le but là, c'est vraiment un autre but recherché, c'est vraiment venir dans la nature, en symbiose dans la nature, venir s'accrocher au niveau des arbres sans déranger la nature, quoi. L'ovni, c'est le petit nid d'amour. C'est ça, en fait ici il y a un lit, donc nous on préconise un lit rond. Après, donc c'est vraiment un couchage, quoi. Les tarifs, ça va de quoi à quoi? J'imagine que les châteaux, là, c'est... 15 000 € une cabane d'enfant, ça va être à peu près la base. Jusqu'à 100, 150 000 €, ça dépend exactement ce qu'on peut faire. L'imagination de Rémi n'a pas de limite. La nature offre le décor, lui invente l'histoire qui va avec, comme pour ce château sur l'eau. Toujours autant de soins apportés à la déco. Et donc là, la chambre. Wow. Ah, c'est une ambiance différente, c'est très calme. Est-ce que, gamin, tu allais construire des cabanes dans les bois? Est-ce que c'était déjà une passion à l'époque ou... Quand j'étais petit, vu qu'en plus j'habitais à la campagne, automatiquement, je pense que tout enfant à la campagne a construit sa cabane dans les arbres. Et si on t'avait dit à l'époque, un jour, ça sera ton métier? Quand j'ai dit je vais me lancer, je vais créer mon entreprise, en vraiment construire que des cabanes, tout le monde m'a un peu pris pour un fou. J'étais tout seul, donc je faisais 2 cabanes en 1 an. La deuxième année, j'en ai fait 4, 6, et aujourd'hui, on en réalise 5 par mois, quoi. Utiliser les ressources à portée de main pour s'abriter, c'est ce que l'homme a toujours fait. Les maisons, à leur façon, racontent l'histoire de chaque région. Dans le Périgord noir, c'est cette pierre plate, la lauze, qui couvre les toitures. Thierry Chapouli fait partie des rares artisans capables de monter de telles couvertures. Avec son fils Florian, il travaille aujourd'hui sur le toit de la vieille église de Saint-Geniès. Je connaissais le lancer de javelot, le lancer de poids, mais le lancer de l'ose, je n'avais jamais vu ça. C'est une façon commune de travailler, Thierry? Ça existe que ici, oui. C'est un sport local. Voilà. La voilà, cette fameuse pierre, la lauze. C'est quoi? C'est une pierre calcaire, C'est à du la base. calcaire, oui. C'est du calcaire de la région qui extrait des sols et avec le temps, elle se durcit. C'est une pierre qu'il est encore facile de trouver, parce que je crois que des carrières, il en existe quasiment plus. Si, mais il y en a. De toute façon, il y a des carrières un peu partout, après, qui ne sont pas exploitées. Mais il y a toujours de la carrière. Ça pèse son poids, hein, tout de suite, là, dès qu'on enlève une, ça, je sais pas, Bah, là, à Villeneuve, ça fait combien? Après, ça fait 4-5 kilos, 3 kilos, 4 kilos. Donc à chaque fois que tu lances, c'est... Chaque fois. C'est quoi? C'est entre 4 et 10? Ah oui, entre 4 et 10 ceux-là. Et après, on a des pierres de base qui vont jusqu'à 60-80 kilos. Bon, c'est que la première partie du travail, après, ça se passe sur le toit. Après, ça se passe sur le toit. On peut y aller voir. Allez, je te suis. Faut de l'équilibre, quoi. Allez. Tout de suite, tu saisis ton outil. Alors, on j'ai sent mon qu'il est outil. important. Mais le savoir-faire, déjà, c'est la taille pour la mise en place. Toute la taille se fait au son de la pierre. Au son? Au son. En fonction de la... Là, elle va casser, là, si je continue. Voilà. Déjà, ouais. t'as vu?
On entend bien le... Voilà, là, tu vois, alors du coup, tu vois. C'est un outil à la forme, peut-être pas ancestrale, mais enfin en tout cas qui a une longue histoire. Chaque outil est fait à la main du bonhomme. Hein. Ah ouais? Moi, si je prends le marteau de mon fils, moi, je vais tailler avec, mais je ne le supporte pas, quoi. Ah, c'est aussi intime que ça, entre Ah oui. guillemets. Alors, on ne dort pas avec, mais voilà, chaque outil a son bonhomme. Si j'osais l'expression, c'est un métier qui s'apprend sur le toit. Il y a des écoles pour savoir ça? Non, il n'y a pas d'école. Moi, c'est mon père qui m'a appris. Mon grand-père faisait ça. Et aujourd'hui, j'apprends à mon fils qui est la 4e génération. Il faut savoir qu'on fait une moyenne de 1 mètre carré par jour et par personne. Seulement. Et après, au poids, on est à 800 kg le mètre carré. Minimum. Après, on a des endroits sur tout ce qui est église, château, on peut aller jusqu'à 1,5 tonne le mètre carré. Ouais. C'est un vrai petit bijou, cette chapelle. Elle est très jolie. Ouais. Avec le soleil, là, les couleurs. C'est magnifique. Ouais. Quel est le principal intérêt d'une toiture en lauze? Mais le principal intérêt, c'est sa durée de vie, quoi. On fait un toit de lauze aujourd'hui pour durer entre 150 et 200 ans. C'est les gens des campagnes, c'est les paysans qui utilisaient ce matériau. À l'époque, oui, les paysans faisaient leurs maisons, on recouvrait leurs maisons en lauze. C'était les maisons un peu des pauvres, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir les moyens. Il faut avoir énormément les moyens. Des gens qui ont ton savoir-faire, il y en a beaucoup dans le département, dans la région. Non, on est les seuls. Et en France? Les seuls aussi. T'es le dernier maître lausier de France, presque. C'est un beau titre. Oui, voilà. Oh, dis donc, quelle fierté quand même. Un petit peu. Ouais. Tu as conscience que tu participes à préserver l'identité visuelle du Périgord. Sans toi, ces toits n'existeraient plus. Il y a beaucoup de toits qui n'existeraient pas et c'est vrai qu'on préserve le patrimoine aussi d'un savoir-faire que les anciens faisaient et on est fiers de reprendre cette activité, oui. Et quand les gens admirent ces toitures, ils savent peut-être pas que derrière, il y a des gens comme toi. Non, je pense pas, non. Je crois pas, nous, on le sait maintenant. Ouais, en tout cas, moi, je suis vraiment émerveillé et puis bravo. Et puis, merci beaucoup. Ouais. Longue continuation au maître lausier à son fils. Sarlat, capitale du Périgord noir, est réputée pour avoir su préserver son exceptionnel patrimoine. Mais vivre dans ce musée à ciel ouvert, en immersion dans les vestiges du Moyen-Âge et de la Renaissance, n'empêche pas d'être radicalement moderne. Cet artiste, natif de Sarlat, a installé son étrange atelier à quelques kilomètres, à Calviac en Périgord. Bonjour Fernando, je te dérange en plein travail. Jamais, tout va bien. Je dois bien. te dire que j'ai été d'abord surpris par ton atelier, tout noir. Ouais. Pourquoi cette couleur? Ah, le noir est une couleur super importante pour moi. J'aime le noir profondément. C'est une couleur qu'on croit triste, mais moi pas du tout. Et puis il y a un symbole qui est fort, c'est que moi je suis un fils d'immigrés portugais. Mes parents ont fui la dictature de Salazar et leur fado adoré. Et la couleur du fado et du Portugal, c'est le noir, pour arriver en Périgord noir. Ta matière première, ce sont ces panneaux de signalisation. Qu'est-ce que tu en fais? La signalétique nous offre beaucoup de couleurs, donc à moi de les exploiter. Et puis j'essaye de faire des compositions avec. Par exemple, ce roue de barré qui pèse un peu son poids, si je te le donne, tu sais déjà ce que tu vas en faire? Ouais, à 80%, ouais. Ah, j'ai arrêté l'abonnement à la salle de gym depuis longtemps, hein. Ouais, tu vois. Là, si tu veux, je cherche à analyser la plaque, les couleurs, les bordures, les lettres, quand il y a des pictogrammes, etc. Toutes les points de rouille sont importants, tout ça, tous les impacts. Ça donne du peps après au tableau, quoi. Donc, tu vois, là, je vais couper Cisailler, toutes les bandes. souder, décomposer les vieux métaux, Fernando utilise les techniques de la ferronnerie artisanale pour créer des œuvres d'art contemporaines, faire du neuf avec du vieux. Pourtant, rien ne prédestinait cet enfant de la classe ouvrière à devenir un artiste réputé. À 17 ans, il découvre par hasard le travail du sculpteur César,
une passion qui ne le quittera jamais. Fernando, tu as commencé pendant 10 ans dans la restauration, l'hôtellerie. Tu as même, je crois, été steward sur le Queen Elizabeth II. Ouais. Pourquoi tu n'as pas tout de suite fait une école des Beaux-Arts? Les études, c'était pas notre truc. Nos parents, ils voulaient qu'on gagne notre vie, qu'on réussisse dans la vie. Et... Mais alors, tu avais quand même cette petite graine en toi. Tu voulais travailler dans le domaine artistique. Quand j'étais sur le Queen Elizabeth II, lors d'une escale à Los Angeles, on part se balader avec les copains. Et on s'est arrêté sur une aire de pique-nique, il était 12h30. Il y avait toutes les familles américaines qui pique-niquaient là. Il n'y avait plus de place de libre pour un père, une mère et 2 gamins qui venaient d'arriver. Et ils ont trouvé un panneau par terre, un speed limit. Ils l'ont posé sur des pierres, ils ont pique-niqué dessus. Et je regarde, je fais, mais putain, la voilà la matière, c'est métallique, comme César, c'est coloré, comme César. Il y a plein de choses. Je me suis renseigné, est-ce que César avait récupéré des panneaux? Non. Je suis allé à la mairie, je dis, où est-ce qu'on trouve des panneaux? Et on me dit, à la DDE. Je dis, c'est quoi la DDE? Je savais même pas ce que c'était une DDE. Donc voilà, ça a démarré comme ça, il y a 20 ans. Chaque année, je récupère à peu près 2-3 tonnes de panneaux. Les panneaux d'avant-guerre comme celui-ci, ça c'est rare. En fait, tu es en train un peu de changer mon regard sur ces panneaux. Presque, je leur trouve quelque chose d'un peu poétique. Hein, eh bien, regarde, ça, donc tu vois, celui-là, il a 40 ans, 45 ans bientôt. À l'époque, les pictogrammes des panneaux, il y avait plein de détails. Là, par exemple, tu vois la coupe de cheveux de la dame, tu vois le visage de profil, le nez, le menton, tu vois son sac à main, tu vois le cartable, tu vois la robe, tu vois les manches, tu vois les chaussures. Aujourd'hui, c'est terminé, ça. Aujourd'hui, c'est un rond pour la tête, des barres pour les bras et les jambes, terminé. Ton histoire, c'est quand même aussi celle d'une réussite, Fernando, parce qu'aujourd'hui, tu exposes un peu partout dans le monde, jusqu'à Singapour. Le monde de l'art contemporain, t'as consacré, quoi. Ouais. Je me suis dit, si je peux déjà exposer dans la région et faire connaître mon travail dans la région, ce serait déjà formidable. Je pensais jamais que j'allais amener mes petits bouts de ferraille à l'autre bout du monde. Et j'ai des pièces qui valent plusieurs milliers d'euros que je vends à des collectionneurs d'art, des gens qui collectionnent des grands noms, quoi. C'est-à-dire que tu peux être accroché à côté d'un Picasso ou d'un De Staël? Ouais, c'est arrivé plusieurs fois déjà, c'est super, j'adore. Tes œuvres, elles parlent à tout le monde, là. On est devant un landau. Ouais. Il y a ces couleurs, bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Ouais, ça s'appelle intégration. Mes parents ont toujours voulu dire merci à la France de les avoir accueillis. Et aujourd'hui, en 2018, on entend parler beaucoup de l'accueil. Des migrants, etc. Oui, non, on est pour, on est contre, il y a des problèmes, etc. Mes parents, eux, ont vécu il y a 50 ans le même problème. Ils ont été super bien accueillis. Et ils ont tellement été bien accueillis qu'ils m'ont fait moi. Donc c'est pour ça qu'il y a ce landau. Alors ça, c'est un landau que j'ai récupéré qui date de 1948, avec des pots à lait. Alors voilà, que j'ai fait un bleu, un blanc, un rouge. Le lait représente évidemment la maternité. J'avais envie de faire passer le message que la France est belle, quoi. Merci aussi à la France de la part de mes parents. À une vingtaine de kilomètres de Sarlat, Éric part à la découverte d'une autre histoire familiale qui prend racine dans un jardin extraordinaire, Érignac. Encore des sculptures, mais celles-ci sont végétales. Laurent est l'homme aux cisailles, le jardinier aux mains d'argent. Je t'ai entendu avant de te voir. Quel rythme, c'est impressionnant. Bonjour Eric. À quelle vitesse vas-tu là quand tu cisailles comme ça? Quand on taille les haies de buis comme ça, il faut compter à peu près une centaine de coups de cisaille à la minute, quoi, à peu près. Je te laisse faire le calcul. Oui, parce que si tu rajoutes minute après minute à la fin de la journée... Ça fait beaucoup, et si tu multiplies par 6 jardiniers, ça fait quelques centaines de milliers, si ce n'est millions de coups de cisaille. J'imagine l'importance de l'outil, puisque le travail à la main, ici, c'est essentiel. Ce n'est qu'à la main. Tout ce qui est taille se fait à la main. Uniquement à la cisaille à main ou au sécateur, mais absolument pas au tailluet thermique ou électrique. De toute façon, on n'a pas la même précision de travail et la même qualité de coupe, surtout.
Combien il y a de sculptures végétales au total sur les jardins d'Érignac? En gros, 500. Voilà. De toutes les formes. En boule, en cône, en pointe, en étage, en nuage. Il n'y a aucune limite. C'est à l'infini. C'est l'imagination qui va délimiter le choix des formes. Je mesure en t'écoutant à quel point c'est un travail de précision. Alors la précision, ça c'est le mot qui va parfaitement et qui convient parfaitement à Érignac. Alors, tu vois, quand je te parlais de précision, je voulais absolument te montrer ça. C'est un des travaux les plus importants, c'est de la taille de bordure. Les bordures de gazon. Plus la bordure est nickel, plus tu fais ressortir ta haie, tes fleurs, tes allées, etc. Tu es un petit peu comme un peintre, tu composes et Bah, pour provoquer une émotion chez celui qui regarde. Oui, parce qu'on a une vue générale quand on regarde. Là, c'est ce ressenti qui est fort, c'est une émotion en fait. Et donc quand les gens font « Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, on a gagné ». L'histoire des jardins d'Érignac, c'est celle d'une renaissance. Au XVIIIe siècle, un ancêtre de l'actuel propriétaire décide de créer, comme à Versailles, des jardins à la française. Mais au fil des ans et des modes, ces bijoux de géométrie végétale finissent par être laissés à l'abandon. Bonjour Patrick. Bonjour. Je suis en émerveillement devant vos jardins et je pense qu'on a du mal à se rendre compte dans l'état dans lequel était cet endroit quand votre père Gilles, en 65, décide de les recréer. Oui, parce que les jardins avaient pris une trop mauvaise habitude, donc il a eu le courage de faire venir un bulldozer et de tout raser. C'est un travail phénoménal, vous avez connu ça dans votre enfance? Ben vous, oui, du coup. j'avais 15 ou 18 ans quand je l'ai aidé à tout piqueter. C'est une aventure qui serait très longue à raconter, mais c'est une belle aventure. Il y avait que mon père et moi, donc il n'y avait pas de jardinier à l'époque quand on a commencé le jardin. Donc on a tout fait nous-mêmes, mais on l'a fait que pour nous. Jamais on a pensé l'ouvrir au public. Jamais, c'était une seconde, j'ai envisagé, c'était inimaginable. Il a fait pour lui, c'est un jardin d'égoïste un peu. Mais alors à quel moment il y a le déclic de se dire faut l'ouvrir? Aujourd'hui, je crois que vous avez 80 000 visiteurs par an. Un peu plus, oui. Ouais. Mais je l'ai ouvert au public il y a 30 ans. Quand on a un joyau, c'est un devoir de le faire visiter aux gens. Ce domaine, il est dans votre famille depuis combien de temps? Depuis 500 ans, 22 générations. Et je suis toujours aujourd'hui très amoureux de ce jardin. Je le vois, il est différent à chaque heure de la journée, à chaque saison, bien sûr. « 60 ans plus tard, le jardin rêvé par Patrick et son père est devenu réalité. Une oasis de verdure dont il faut sans cesse prendre soin. Il y a cette période du printemps, une exubérance dans les verts qui est incroyable. Camailleux de verre. C'est la meilleure saison pour un jardin, c'est le printemps. Parce que on va tailler dans quelques jours et ça sera toujours très beau. Mais c'est plus naturel maintenant que ça le sera dans 8 ou 15 jours. Vous l'envisagez comment, justement, par rapport à une nature qui, elle, si on la laisse en liberté, devient un peu exubérante? Oui, alors un jardin à la française, moi j'appelle ça un jardin d'homme. C'est très structuré, comme si c'était fait par un architecte. Cartésien, quoi. Oui, mais pour pas que ce soit ennuyeux, il faut quand même y mettre quelques fleurs, quelque chose à l'anglaise. Et puis surtout, un jardin doit être habité. Et moi j'habite ici toute l'année, dans le manoir. C'est pas un jardin public, c'est un jardin qui est aimé et on le sent à chaque instant. Chaque endroit a son charme et son cachet. Il n'y a pas d'endroit maudit, il n'y a que du bonheur ici. Ça fait combien d'années, Laurent, que tu travailles ici au jardin? Cette année, ça fait 20 ans. Qu'est-ce que tu ressens quand tu regardes le résultat de ton travail et de tes équipes? Beaucoup de fierté de faire un métier simple, où on travaille uniquement avec le beau, avec les sentiments. Il y a des matins, quand tu arrives, qu'il y a la rosée, les premières lumières, parfois tu te poses et t'admires. Il y a toujours moyen de contempler, quoi. Ça peut être le matin, le midi, le soir, l'hiver sous la neige, sous un orage d'été, sous les éclairs, devant un arc-en-ciel. Si on aime la nature et on aime les belles choses, on est heureux, tout simplement. Tu cultives le bonheur quand je t'écoute.
C'est la culture du bonheur, oui, effectivement, et bonheur à partager.